avec vous, GRDF, Alexandre et Maud. Alors sur la partie, effectivement, les consommations avec la solution gaz, on avait dit qu'on parlerait de pack hybride. Hein. Alors je suis content parce que ce matin, on en a parlé de pack hybride. Alors c'était un peu, je ne comprenais pas vraiment comment ça fonctionnait, mais j'ai compris déjà ce matin. Et donc là, vous allez en plus préciser cet après-midi comment ça fonctionne, puisque j'ai compris que ça se développe aussi dans les copropriétés, les packs hybrides, et que ça représente pas mal d'avantages. Et j'ai compris aussi, c'est celui d'effacement à un moment, quand on a moins d'énergie électrique disponible, on peut basculer sur une autre forme d'énergie. Bon, enfin, vous allez nous expliquer ça, j'imagine. Vous avez presque tout compris déjà. J'ai presque tout compris. Alors, Je redonne juste un petit peu de contexte donc, pour rappeler qui est GRDF et ce qu'on fait au quotidien. GRDF, c'est le premier distributeur national de gaz naturel en France. Ça représente à peu près 200 000 km de réseau sur 9 500 communes. À la maille Île-de-France, si on a des franciliens qui nous écoutent, on est sur 916 communes. Aujourd'hui, on a une action effectivement et des activités qui sont d'acheminer le gaz naturel, de distribuer à l'ensemble de nos 11 000 clients le gaz dans leur logement, dans leurs bureaux, dans leurs industries, peu importe l'usage. On a un devoir aussi au niveau de la construction de nos réseaux. On a, je l'ai dit, 200 000 km de réseau. On dépense chaque jour 1 million d'euros d'investissement en termes de sécurité. Ça va être de la sécurité industrielle pour vérifier que nos réseaux n'ont pas de fuite, faire des travaux si les réseaux sont vétustes. On va également développer notre réseau au fur et à mesure que les projets arrivent. Et on travaille aussi avec une nouvelle casquette depuis quelques temps, c'est qu'on va accompagner nos clients dans la transition énergétique et aussi les accompagner dans le développement des gaz verts. À date, là, on est à 11 TWh de biométhane injecté dans le réseau, ce qui équivaut à 2 750 000 logements neufs. Voilà, donc ça, c'était pour resituer un petit peu les missions qu'on a. Toute la casquette accompagnement, ce n'est pas quelque chose qui était connu chez GRDF. GRDF, historiquement, c'était un distributeur de gaz naturel et rien d'autre, pour parler vulgairement. Du coup, si on commence à parler pompe à chaleur hybride, sans faire de redondance avec ce qui a été dit juste ce matin, avant de passer, ce que j'avais compris sur le biométhane, c'est l'objectif. Alors, est-ce que ça vaut pour le tertiaire aussi? C'était à 2050, 100% de biométhane. Est-ce que c'est ça vaut pour le tertiaire et tous ça les vaut pour le segments tertiaire. d'activité. Donc c'est au global. Aujourd'hui de mémoire. Hein, c'est quoi? C'est 3, 4%, 5% plus que ça? On est à 3. À 3. Et donc on va monter en puissance fortement sur le biométhane qui est produit donc à partir de méthanisation, c'est ça? Tout à fait. De déchets agricoles ou d'autres types de déchets, et sur lequel on sera en 2050 à 100% de biométhane. C'est ça? Oui, à peu près. Hein. Oui, tout à fait. En fait, l'objectif de 2050, comme ça a été dit déjà ce matin, c'est l'ADEME qui estime qu'il y a suffisamment de ressources sur le territoire pour qu'on puisse atteindre les 100% de gaz vert en 2050. Pour 2030, il y a un palier intermédiaire qui est d'atteindre 20% de gaz vert dans le réseau. Et là, le premier objectif qu'on va réussir à atteindre, c'est à la fin de l'année, atteindre 12 TWh de gaz vert dans le réseau. Voilà, donc c'est une montée en puissance. Bon, c'est des développements industriels aussi, hein, parce qu'il faut construire les infrastructures et tout ça. On sait que ça prend du temps. Donc, on en arrive donc sur la pompe à chaleur hybride. Alors, on a mis des petits schémas pour que ça soit encore plus simple. Donc, la pompe à chaleur hybride, qu'est-ce que c'est? Ça va être une pompe à chaleur électrique combinée à une chaudière gaz à condensation, qui vont être toutes les deux pilotées avec un système de régulation de manière à pouvoir faire varier le curseur pour choisir, selon des paramètres, quelle énergie on va prioriser. L'idée, c'est bien évidemment de produire du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, et également, si on est sur une PAC réversible, la climatisation ou le rafraîchissement. Donc là, vous avez les petits schémas qui représentent les PAC hybrides. Donc, je le disais juste avant, en termes de pilotage, on va avoir deux principaux axes pour réguler. Le premier, ça va être sur l'énergie primaire. Pour faire très synthétique, on va chercher à optimiser les consommations d'énergie. On l'a mis ici, on a soit l'utilisation de la PAC élec toute seule, soit les deux combinés, soit la chaudière gaz. Pour faire très simple, quand les températures elles sont clémentes, on va utiliser uniquement la PAC élec. À partir du moment où la PAC élec n'est plus en capacité de fournir la totalité du besoin appelé par les appareils,
la chaudière va se mettre en route. Donc on va avoir les deux énergies en même temps. Et à partir du moment où le rendement ne sera plus efficient, côté Packelec, la chaudière va prendre le relais à 100%. Tout ça, c'est un système qui est préétabli dans le régulateur, dans le générateur, qui lui va choisir, en fonction des températures notamment, quelle énergie prioriser. En autre système de régulation, on va avoir aussi le prix des énergies, bien évidemment. L'idée est d'optimiser donc la facture énergétique du client en calculant ce qu'on appelle un ratio, un coût énergétique. On va avoir donc le coût des énergies sur le coefficient de performance ou sur le rendement. Si aujourd'hui le ratio est plus pertinent d'un point de vue économique sur la PAC électrique, si le prix du kilowattheure pour la chauffe il est plus faible d'un point de vue électrique, dans ces cas-là, c'est la PAC électrique qui va fonctionner. En l'occurrence, si on change de configuration et que là, le coût du mégawattheure il est plus rentable au niveau gaz, c'est la chaudière à condensation qui va se mettre en route. Donc c'est un jeu d'équilibre, c'est un jeu de paramètres à configurer qui va permettre d'avoir l'énergie la plus compétitive, pas uniquement au niveau tarifaire, mais également au niveau rentabilité. Et ces calculs se font en automatique, j'imagine en fonction des coûts d'énergie qu'il peut y avoir? C'est ça, c'est des paramètres qui sont réglés dans l'outil. Alexandre pourra beaucoup mieux en parler. Ce qu'on appelle cette dynamique finalement, c'est des données évoluent et donc ça se remet à jour dans l'outil automatiquement. Ouais. Tout à fait, de toute façon la maîtrise d'ouvrage ne change pas de contrat de gaz et d'électricité tous les 2 jours, donc c'est des valeurs qu'on va intégrer dans le système de régulation en chaufferie dès lors qu'on a les coûts avec les nouveaux contrats, et après il y aura juste à actualiser au moment où les contrats vont évoluer dans le temps. En quelques mots, si on peut parler des atouts de cette solution, bien évidemment, il y a un côté sécurisant parce qu'on a 2 équipements. Donc on se dit que si l'un des 2 tombe en panne, l'autre peut prendre le relais. En termes de coût et de confort, bien évidemment, on a un coût d'investissement qui reste compétitif parce qu'on n'est pas obligé de dimensionner notre paquet électrique sur le besoin maximal parce que le gaz pourra prendre la main. Donc on est sur des emprises même au sol qui vont être plus petites. Et évidemment, en termes d'économie d'énergie et sur la facture, le système de PAC hybride va choisir le rendement le plus efficace, le plus optimal, donc nous fera faire des économies. Alors du coup, pour vous parler un peu plus en détail de la PAC hybride, je vais vous montrer un petit exemple sur un cas concret dans le cadre du décret tertiaire. Donc, avant ça, je voudrais recontextualiser l'étude. Donc, GRDF, on s'est rendu compte que quand on échangeait avec les maîtrises d'ouvrage qui étaient soumis au décret tertiaire, il y avait 2 types d'assujettis. On va voir le premier profil des assujettis qui sont plutôt des maîtrises d'ouvrage qui n'ont pas trop de moyens et trop de temps de mettre en place le décret tertiaire. Donc pour eux, ça va être de mettre en place des actions en principe, principalement d'optimisation en premier lieu, et ensuite des actions sur le bâti et sur le système de la chaufferie, pour avoir un temps de retour sur investissement le plus faible possible. Et ensuite, on va avoir un deuxième profil d'assujettis qui va être les maîtrises d'ouvrage qui, eux, ont un peu plus de temps et qui ont beaucoup plus de moyens de mettre en place ce décret-là et qui ont envie de faire un peu de leur projet des projets vitrines pour mettre en avant des systèmes un petit peu innovants ou des labels qui sortent un petit peu du lot. Je vais reprendre la zapette. Donc là, l'étude a été réalisée par le bureau d'études Elitis. Donc c'est sur un bâtiment de type bureau à Meaux. Donc on est sur un bâtiment des années 90 en R+5 qui est un système de chauffage au gaz, une chaudière classique. Il y a quelques pièces de manière assez anecdotique qui sont alimentées par des pompes à chaleur pour du chauffage et du refroidissement. Mais en tout cas, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que sur ce bâtiment-là, le principal poste de consommation reste le chauffage. Et ensuite, derrière vient notamment l'éclairage et la bureautique. Donc là, on a voulu voir quelle réduction de consommation il fallait avoir pour atteindre les objectifs de 2030, 2040 et 2050. Donc on se rend compte notamment pour 2030
par rapport à la valeur absolue, que l'effort à engager est beaucoup moindre que l'effort en valeur relative. Donc là, si le client souhaite suivre le seuil en valeur absolue, on se rend compte qu'il y a un seuil de moins 23% à atteindre en termes de consommation énergétique, qui est beaucoup moins pénalisant que le seuil en valeur relative. Alors ce cas-là est vraiment spécifique à ce bâtiment-là. Hein. Ce n'est pas tout le temps le cas. Hein. Parfois, j'ai envie de vous poser la question sur les arrêtés, là, parce que je crois qu'il y a des arrêtés qui sont sortis pour définir les valeurs absolues. Tout à fait. Est-ce qu'ils sont sortis sur toute le... Non, pas encore. Alors c'est lequel Alors, est-ce qu'on peut les lister? Parce qu'il y a, voilà, il y a des le... arrêtés qui ont défini les valeurs absolues. Je ne veux pas vous coincer parce qu'on n'en avait pas parlé en réunion de préparation, mais donc si vous le savez, on y va un petit peu. Mais Alors pour le moment, si je ne me trompe pas de tête, pour les valeurs absolues, pour le seuil de 2030, les seuils sont sortis pour les bureaux, la logistique du froid et l'enseignement, et les autres typologies sont en attente. On espère dans les prochaines semaines, prochains mois, qu'il y a un nouvel arrêté qui tombe pour préciser les seuils des autres typologies. Voilà, il n'y a pas besoin de réexpliquer au public. Vous êtes 150 à nous suivre en ce moment à distance. Il n'y a pas besoin de repréciser au public ce que c'est la valeur absolue ou valeur relative, mais c'est soit vous obtenez un niveau de performance, soit vous diminuez votre consommation par rapport à un niveau actuel. Hein, c'est ça. Hein. Tout à fait, exactement. Je vous laisse donc du coup là, c'était mieux d'aller en valeur absolue qu'en valeur relative. Hein. Tout à fait. L'effort sera moins conséquent pour la maîtrise d'ouvrage et forcément moins d'investissement à mettre en place pour lui. Donc voici le plan d'action qui a été mis en place. Je ne vais pas lister toutes les actions qui ont été proposées, hein, sinon on perdra un petit peu trop de temps. Mais ce qu'il faut retenir principalement, c'est que pour atteindre le seuil en valeur absolue, c'est principalement des actions d'optimisation qui ont été mises en place, notamment des paramétrages au niveau des températures de consigne, peut-être des décalages aussi d'allumage et d'éteignage du chauffage et du refroidissement. On ne l'a pas cité aussi, mais des actions comme le désembouage ou l'équilibrage du réseau peut permettre de réduire aussi assez considérablement les consommations. On peut baisser la consommation jusqu'à une hauteur de 15 points à peu près. Donc ce n'est pas négligeable et c'est des petites actions qui sont pas ou peu coûteuses. Il y aura juste un forfait d'intervention à payer sur ce type d'action-là et qui sont très bénéfiques au bâtiment. Donc il faut vraiment jouer en premier lieu sur l'optimisation de l'existant avant de faire un renouvellement des équipements. Donc, comme on le voit par la suite, c'est une seconde étape qui arrive pour atteindre le seuil en valeur relative de 2030 et de 2040. Donc on va être sur de la renouvellement d'équipements comme le changement du parc informatique, le changement des menuiseries ou des éclairages pour permettre d'atteindre ces seuils-là. Donc forcément l'investissement sera un peu plus conséquent. On n'a rien sans rien. Mais en tout cas, l'effort reste moindre. Et en dernier lieu, les scénarios 4.1 et 4.2 qui concernent le seuil pour 2050. C'est là où on va faire le changement du système énergétique, soit en pompe à chaleur hybride ou soit en 100% pompe à chaleur. Donc le scénario 4.1 concerne le renouvellement de l'équipement énergétique par une PAC hybride et le 4.2 par du 100% thermodynamique. Donc tous ces efforts-là nous permettent d'atteindre chaque objectif du décret tertiaire. Et même les scénarios 4.1 et 4.2 nous permettent d'aller encore plus loin que le seuil demandé de moins 60%. On est à peu près autour des moins 70, moins 74%. Donc c'est quand même une réduction qui est très conséquente. On le verra par la suite que c'est des efforts qui sont certes assez coûteuses, mais au final le temps de retour sur investissement est quand même assez faible. L'avantage là, c'est qu'on se rend compte entre la solution de base qui est le changement par des chaudières à condensation versus une pompe à chaleur électrique versus une PAC hybride. Eh bien, on se rend compte que la PAC hybride est la solution la plus pertinente sur un coût global. Donc là, le calcul a été fait sur 25 ans en prenant comme hypothèse que le renouvellement des chaudières gaz se fait toutes les 22 ans en moyenne et pour les pompes à chaleur tous les 15 ans. On a pris des hypothèses propres aux factures énergétiques du bâtiment, donc un coût du mégawattheure gaz de 170 € et 230 € pour l'électricité, et en prenant en compte aussi des coûts de l'inflation pour les énergies et de la maintenance. Alors là-dessus, il faut être
faut être un petit peu plus gentil sur les valeurs parce qu'on prend en compte un coût de l'inflation, mais demain, on ne sait pas concrètement quel va être le prix du gaz et de l'électricité. Il peut très bien monter en flèche parce qu'il y a une nouvelle crise géopolitique ou des problèmes sur le parc de production de gaz ou d'électricité, ou au contrario, il va pouvoir diminuer parce que on arrive à avoir une situation plutôt stable. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que la solution qui s'en sort le mieux, c'est celle en pack hybride versus le 100% thermodynamique. Pourquoi ? Parce qu'en termes d'investissement, on sera plus faible. Sur le cas là, on a un écart d'investissement de 100 000 € entre les deux solutions, ces deux œufs inclus, ce qui représente un delta de 7%. Alors vous allez me dire, 7%, c'est négligeable, mais pas tant que ça, parce que ces 7%-là, c'est des 7% qu'on va pouvoir réinvestir dans d'autres équipements, dans d'autres renouvellements des installations. Et pour une maîtrise d'ouvrage qui n'a pas forcément les moyens, ces 7%-là sont quand même assez conséquents. Et en termes d'impact carbone, parce que quand même le sujet d'aujourd'hui, c'est les ENR, on se rend compte que grâce à la PAC hybride et en gardant quand même du gaz sur le bâtiment, on arrive à décarboner à hauteur de 87% les émissions, en prenant en compte également toutes les actions sur le bâti qui a pu y avoir lieu précédemment. On est quasiment à un niveau équivalent à celui de la pompe à chaleur électrique. Donc c'est vraiment une solution qui peut sortir du lot et qui a un juste milieu justement en termes d'investissement et en termes de bénéfices qu'il peut y avoir sur le bâtiment par la suite. Et j'en ai fini. Voilà, en termes d'installation des packs hybrides, parce que j'ai l'impression qu'on n'en parlait pas trop, c'est assez nouveau comme sujet. Est-ce que je me trompe ou pas ? Non, tout à fait. La PAC hybride est sortie en premier lieu pour répondre à des enjeux réglementaires, notamment liés à la RE20 en résidentiel, où cette réglementation est sortie au 1er janvier 2022. La RE 2020 en tertiaire est sortie par la suite, mais ce n'est pas pour autant que c'est un système qui peut aussi répondre à des enjeux de réduction de consommation d'énergie et de décarbonation dans l'existant. Donc c'est une solution qui se positionne autant en résidentiel qu'en tertiaire, en neuf qu'en rénovation. Voilà, mais j'imagine en résidentiel, c'est pas forcément les mêmes matériels, c'est les mêmes puissances. Alors, ça dépend si c'est peut-être les copropriétés, il peut y avoir des copropriétés. Le matériel sera le même, les puissances seront équivalentes ou différentes. En fait, tout va dépendre de la taille du projet et des besoins. Il faut savoir que la PAC hybride peut répondre soit à des besoins de chauffage et ou à des besoins d'eau chaude sanitaire. Donc, c'est une solution qui va pouvoir s'adapter à tout type de projet. Voilà, donc c'est à prendre en considération dans une étude, j'imagine, au préalable. En tout cas, c'était peut-être pas dans le scan qu'il y avait avant. Maintenant, ça l'est aujourd'hui. Il y a un autre point que j'ai oublié de citer, c'est que l'avantage aussi de cette solution-là sur l'existant, c'est qu'elle permet d'atteindre les hautes températures pour les réseaux hydrauliques de chauffage et qui évite notamment de changer toute la distribution et les émetteurs qu'il peut y avoir dans le bâtiment. Est-ce qu'aujourd'hui, les collectivités, parce qu'il y a beaucoup de collectivités qui nous écoutent, quelle que soit la typologie de bâtiment, parce que les collectivités sont plein de bâtiments différents. Ça peut être des collèges, ça peut être des lycées, ça peut être des bureaux. Donc, ça peut être dans le tertiaire, il peut après y avoir des hôpitaux. Bon, est-ce que ça concerne moins les collectivités, mais est-ce que ça s'adapte à toute typologie de bâtiment ? Alors, ça peut s'adapter à tout type de bâtiment. Après, tout va dépendre des besoins de la maîtrise d'ouvrage et du bâtiment derrière, surtout dans le tertiaire où certaines typologies ont des besoins de refroidissement. Aujourd'hui, on n'a pas ou peu d'offres packagées, je vais dire comme ça, de fabricants qui proposent un système en pack hybride qui inclut également le refroidissement. Je sais qu'il y a un fabricant qui va proposer également du refroidissement et quand les packs vont être en mode refroidissement, on va venir récupérer la chaleur fatale de ces packs pour faire un préchauffage des ballons d'eau chaude sanitaire par exemple. C'est des systèmes qui peuvent exister. Après là, on laisse aussi un peu la main aux fabricants pour pouvoir s'adapter un peu aux besoins de ces typologies-là et de pouvoir proposer aussi par la suite des systèmes packagés qui pourront répondre à leurs besoins. Voilà, merci à vous pour cette présentation.